Bonjour et donc bienvenue à toutes les participantes et participants en ligne. Je suis Adeline Lenz de l'équipe Women by Neoma Alumni et je vais animer ce café avec Alexia Patrinos. Bonjour Alexia. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous, nous avons notre invitée aujourd'hui, Nathalie Ross. Bonjour Nathalie. Merci. Bonjour à tous. Merci d'accepter donc de participer à ce Women's Café et cet échange en direct avec nous tous pour nous parler de ton parcours, nous parler de ton regard et ta vision de l'avenir. Et écoute, nous avons, Nathalie, le grand plaisir d'avoir avec nous notre marraine, la marraine du réseau Women, André. Bonjour André. Bonjour à toutes et à tous. Merci Adeline et Alexia et Nathalie de m'avoir invitée. Écoute, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous. Donc, André Less, qui est présidente du groupe Legrand et senior advisor de Spencer Stuart. Et puis, nous avons en ligne beaucoup de participantes et de participants, alors des hommes et des femmes de Neoma, bien sûr. Je voudrais saluer tout particulièrement nos expatriés, parce que nous avons quand même un quart de notre réseau dans 83 pays. Alors, nous avons un invité impromptu. Eh oui, c'est ça qui est la beauté de la vie. Ça, je crois que c'est ça. Tu m'as fait tellement rire. On va te laisser incognito à part le… Tu sais que j'y ai pensé te connaissant en plus. Mais tu m'as fait rire parce que ce matin, tu me fais des WhatsApp, tu me teases à 7h du matin, j'étais dans le coltard et tu commences à me dire je fais une intervention avec Neoma et tout. Bon, j'ai rien dit. Je dis à Jean-Claude, tes oreilles vont siffler. C'était la surprise. Je vais quand même prévenir les participantes et les participants en ligne parce qu'ils ne vont rien comprendre à ce qui se passe. Mais c'est la beauté de ça, il faut discuter les choses. Peut-être, Alexia, avant ça, demander à Jean-Claude combien de temps il a pour nous. Je sais pas, vas-y, je t'écoute. T'inquiète, c'est prévu. Parce que, alors, on va peut-être… Voilà. Ce qui est important, c'est que nous puissions, au fil de l'heure qui va venir, pouvoir donc t'écouter, Nathalie, et puis avoir vos messages à vous, André Less et Jean-Claude Legrand. Merci d'être là. Donc, en face de vous, virtuellement, vous avez beaucoup de participants. Donc, le réseau Neoma Alumni, mais il y a également les étudiants, au travers de deux associations, E4She et NATS de Neoma Business School, qui œuvrent aussi pour l'égalité des chances et pour l'égalité des genres. Et puis, nous avons beaucoup d'invités extérieurs. Donc, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Bienvenue à vous. Donc, au fil de nos échanges, vous pouvez poser vos questions. Vous savez qu'une dizaine de minutes est gardée en fin de l'interview qui devrait durer 45 minutes pour vos questions. Donc, mettez-les dans l'onglet questions et réponses de telle sorte que l'on puisse les sélectionner facilement. Voilà, donc André Less, je voulais te donner la parole et qu'ensuite Alexia puisse présenter Jean-Claude Legrand, notre invité impromptu, mais présentons d'abord Jean-Claude Legrand. Vas-y, Alexia. Alexia ? Tu veux que je commence, d'accord. Donc, en fait, Nathalie, c'était la surprise. Arrive un petit peu trop vite. Je suis super contente parce que quand je lui ai demandé de venir dire quelques mots, il n'a pas hésité une seconde. C'est un champion de l'égalité femmes-hommes. Il est d'ailleurs membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu le connais bien parce que c'est le directeur général des relations humaines du groupe L'Oréal. Donc oui, merci, grand merci Jean-Claude. Bienvenue à Jean-Claude Legrand. J'ai dû, Nathalie, pour toi, là, j'ai accéléré l'entretien de fin d'année de Pascal Mahé. Et comme je n'avais aucune envie de lui dire ce que je faisais après, c'était assez amusant. Parce que là, on est en plein dans une période chez L'Oréal où Nathalie connaît bien ça s'appelle des entretiens de fin d'année, où on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre et d'échanger les uns avec les autres. Moi-même, je ne sais pas, je n'ose même pas savoir combien je vais en mener, je ne sais pas, 80, je crois, avant la fin du mois de décembre. Donc, autant te dire que j'ai mal à la tête. Mais bon, en plus, comme je me suis pris le booster parce que je suis vieux maintenant, donc tout va bien. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ça va bien, Nathalie ? Tu m'as fait rire, tu m'as fait des WhatsApp ce matin. Ça m'a amusé. Donc, je propose en fait, effectivement, j'ai juste écrit, je ne savais pas du tout que c'était prévu, puisque j'ai juste envoyé la copie de la question que tu avais
prévu de me poser, Alexia, en faisant référence à Jean-Claude, puisque effectivement, quand tu m'as posé la question de savoir si le réseau était important, qui est peut-être un point sur lequel on reviendra, j'ai dit que ça me semblait essentiel et que s'il y en a un qui pratique ce réseau avec brio, c'est Jean-Claude. Et encore hier, je le sollicitais pour aider une jeune femme dans une candidature, parce que le mal d'aujourd'hui, c'est que les employeurs ne répondent même pas aux jeunes candidats et candidates. Et moi, ça me révolte. Et donc, les gens ne répondent même pas au téléphone. Alors, tu sais que tu connais ma technique maintenant, c'est que j'appelle 2 fois, 3 fois. En général, au bout du 3e appel sur la même personne, tu en as bien qui finit par décrocher. Mais les gens, ils ne répondent même plus ni à un mail, ni au téléphone, bien sûr. Et je sais que Jean-Claude il répond malheureusement. Des rares personnes qui, comme moi, pensent que c'est important d'aider les jeunes à trouver du boulot, surtout quand c'est des jeunes méritants et capables, et qu'il y a un parfait fit avec un job. Et c'est quand même dommage que et l'employeur et le candidat ne soient pas au courant qu'ils iraient parfaitement ensemble. Et bref, tout ça pour dire que j'ai dit ce matin à Jean-Claude, tes oreilles vont siffler parce qu'on va parler de toi aujourd'hui. Et donc voilà. Tu vois, quitte à parler de moi, déjà sifflé avant. Le mieux, c'est de venir carrément. Merci d'être là. Donc, André Lès, peut-être quelques mots d'introduction? Avec grand plaisir, je suis vraiment ravie d'être là. Je suis ravie d'être là parce que j'aime beaucoup tous ceux et celles qui sont autour de ce col, et que ce sont des personnes que j'admire et avec qui j'ai partagé plein de bons moments et plein de bonnes discussions depuis des années. Vous savez que c'est une nouvelle formule, le Women's Café, que l'on propose depuis la rentrée. Le réseau n'est plus à présenter, c'est un réseau mixte de femmes et d'hommes diplômés de Néoma. On est tous engagés pour une cause qui est celle de faire de l'égalité une réalité dans les entreprises, dans les associations, dans la société en général. Un geste, une décision, une parole à la fois, hein, c'est ça, c'est quelque chose, c'est de l'âme de fond. On n'y arrivera que si on la présente dans notre esprit chaque jour. Et je suis très, très heureuse d'en être la marraine parce que ce réseau porte beaucoup des valeurs qui sont les miennes. D'abord, il est mixte. Et moi, je crois vraiment à la magie qui se produit quand on met ensemble différents points de vue, différents regards et différentes formes de diversité, la diversité de genre aussi, mais pas seulement. La diversité aussi culturelle, générationnelle, et on parlait des jeunes il y a un instant, sont très, très importantes. Parce que c'est un réseau engagé et qui est axé sur des actions et sur de l'impact. Et l'idée, c'est d'inspirer, c'est d'accompagner et c'est de donner une maison où on peut s'exprimer librement et on peut trouver aussi bien des rôles modèles, donc des personnes à qui on veut ressembler, que des alliés ou des sponsors, donc des personnes qui vont nous accompagner, nous donner un coup de pouce au moment où on se pose des questions dans notre carrière. Et Jean-Claude, on est un parfait exemple parce qu'il a aidé de nombreuses femmes et hommes d'ailleurs pendant leur carrière à l'intérieur de L'Oréal, mais aussi à l'extérieur. Et puis des personnes aussi qui peuvent être des mentors, donc des confidents, des personnes qui nous accompagnent et qui nous aident à prendre des décisions. Et on peut, chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, être l'un des trois ou les trois pour d'autres. Donc, c'est peut-être comme ça qu'il faut qu'on envisage notre participation à ce réseau, parce que en tant que diplômé de Néoma, beaucoup d'entre nous avons des postes à responsabilité, et la responsabilité, c'est très bien, mais ça nous oblige. Donc, ça nous oblige aussi à entraîner d'autres derrière et à leur donner un peu de ce qu'on a reçu. Donc, c'est un très gros groupe maintenant. On est plus de 1600, Adeline, quelque chose comme ça, membres sur LinkedIn. On a un bon rythme d'inscription. On a un objectif d'avoir un quota de 30% d'hommes avant la fin de l'année et on est bien parti pour ce faire. Et donc, je vous encourage aussi à en parler autour de vous et à faire appel à vos réseaux respectifs pour l'enrichir davantage et le rendre connu et visible. Alors, Nathalie, que dire de Nathalie? Je suis d'abord ravie que tu sois l'invitée d'aujourd'hui parce que il y a
on le sait tous, le leadership est contextuel et il y a plein de façons d'être un leader. Mais il y a néanmoins des choses qui distinguent les très bons leaders des autres. Et l'une d'entre elles, c'est le fait d'être capable de transmettre de l'énergie, d'être une sorte de catalyseur en fait du changement et des actions dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que Nathalie a fait au cours de sa carrière dans des environnements très différents et toujours avec un brio absolument extraordinaire. La deuxième caractéristique pour moi des leaders, c'est qu'ils font grandir les autres. Et là aussi, on est face à quelqu'un qui, pour qui c'est tout à fait naturel, mais c'est presque aussi une mission assumée et explicite. Et moi, je connais bien de nombreux engagements, à commencer par le conseil de Neoma, où j'ai le grand plaisir de sévir avec toi. Et c'est ce qui fait aussi ta distinction. C'est le fait que tu embarques et que tu ouvres les bras à ceux qui viennent à côté ou derrière toi et tu les rends meilleurs, en fait, tout simplement. Donc, merci pour tout ça. On a hâte d'écouter ton témoignage avec sans doute un petit dialogue amusant avec Jean-Claude qui te connaît très, très bien depuis des années. Mais voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. Merci d'être là, merci d'écouter et j'espère que vous en tirerez beaucoup d'inspiration et beaucoup d'idées pour la suite. Merci Andrés. Jean-Claude, est-ce que vous avez un commentaire? Je connais Aurélès depuis longtemps, je connais Nathalie depuis très longtemps aussi. Non, je ne sais pas, vous m'avez sollicité, j'ai dit tiens, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Il va y avoir des questions. Il va y avoir des questions. On vous demande de réagir. Non, et ce qui est amusant, c'est quand là, devant des étudiants ou devant des gens plus jeunes, ce qui est amusant, c'est par exemple la façon dont je t'ai rencontré, Nathalie. C'est sûr que quand je te revois là, je ne t'ai pas vu depuis quelques mois, c'est effectivement de se dire que j'ai rencontré Nathalie Ross à la télévision. Moi, comme simple spectateur et elle comme actrice, dans un reportage qui avait été tourné sur une émission de télé. Comment ça s'appelait? Télé Paris? Non, pas c'est Télé Paris, c'est un producteur. Paris Première, La Blonde et moi. Exactement. Paris Première, La Blonde et moi. Ah, c'est pas mal. Tu n'avais pas les cheveux blancs et en fait, tu revenais. Non, mais La Blonde, c'était pas moi. La Blonde, c'était la journaliste Alexandra Kolenko, ouais, tout à fait, bien sûr. Je suivais en fait une personne pendant une journée avec des caméramans. Elle prenait des séances. Ensuite, elle interviewait cette personne en condition du direct sur la base des images qu'elle avait prises. Et c'est un truc qui passait sur Paris Première le matin et qui est tombé dans ton salon, en fait. Ouais, et donc j'ai appelé mon patron de l'époque et je lui ai dit, écoute, je viens de voir un reportage, il y a une jeune femme qui dirige Mars en France. C'est des malades de laisser faire un reportage comme ça. Ils sont complètement irresponsables parce que c'était avant que des réseaux sociaux, avant de se faire, je sais pas quoi, TikToker, Instagrammer, métaverser et tout ce bordel. Et donc, c'était intéressant de te voir live avec tes équipes. C'était à l'époque du lancement des M&M, je me rappelle comme c'était hier. Et avec un truc des M&M, tu revenais aux États-Unis, tu étais au paperboard, tu leur montrais tout ça. En plus, c'est amusant parce que le site de Mars à Haguenau, tu es à la fois dans l'usine, au cœur des employés, avec tes gens de marketing et tout. Et ce qui apparaissait, c'était à la fois une grande énergie, mais beaucoup de détermination. Et donc là, c'est une petite pierre dans le jardin d'Aurélès, parce que parmi les magnifiques choses qu'elle fait Aurélès, c'est de la chasse de tête. Et donc, j'ai à ce moment-là pris la décision de te chasser, mais surtout la décision, c'était d'appeler un chasseur qui n'en était pas un, qui était en fait un entrepreneur, un mec malin qu'on connaît toujours encore, toi et moi, qui a été maxi-franchisé dans les Antilles, qui fait 1000 business, je souris en évoquant Philippe. Et ce qui est besoin, c'est que le brief, c'est pour ça que je pense à toi, le brief, c'était surtout, je ne vais pas appeler Spencer Stuart, Ross Adrianos, machin, parce que si je fais ça, tout Paris va être au courant. Et donc, du coup, j'ai besoin que personne sache que je vais l'aborder. Et donc, je lui ai dit, écoute, la seule chose que tu fais, c'est que tu l'appelles et tu dis que je veux la rencontrer. Et ça va déjà être très bien. Tu ne fais pas plus, pas moins. Le reste, je vais m'en occuper. Et ensuite, il a fallu 5 ans pour que, finalement, au gré des rencontres, de ton évolution chez Mars, de tes promotions, finalement, tu rejoins L'Oréal où tu es resté 10 ans, près de 10 ans. Donc voilà, c'est toute une aventure humaine. C'est ça que j'essaye, moi, le plus possible, d'essayer d'expliquer. J'ai rien à vendre.
mais de diffuser. Alors maintenant, c'est amusant parce que toi, comme moi, on est dans les derniers moments de notre vie professionnelle. Hein. C'est aussi quelque chose que j'explique souvent à mes enfants. Tu en as aussi comme moi nombreux. Je déteste la procrastination, c'est-à-dire que surtout dans cette période terrible de ce Covid depuis 2 ans maintenant, où tout est en permanence en train d'être chamboulé. Et donc les gens qui te disent je ferai ça dans 2 ans, l'année prochaine, je dis non, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui là? C'est quoi ta journée? Donc, quand elles m'ont appelé, même si ma journée est par définition impossible, qu'elles m'ont dit est-ce que vous avez quelques minutes, j'ai les 2 assistantes derrière qui se roulent par terre en disant mais comment il a encore dit oui, il a accepté. Et voilà. Et donc moi j'ai dit oui parce que je ne sais même pas ce que je vais faire dans 2 minutes ou ce que j'ai fait avant, c'est impossible. Il y en a 3 qui vont rentrer dans le bureau, Nathalie sait comment je travaille, 4 qui vont m'appeler. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes 2 téléphones qui vont sonner. Mais je crois que c'était bien d'être avec vous. Je trouve que d'abord Neoma, c'est une très belle aventure humaine. Et puis je pense qu'on doit rendre le plus possible ici en France toute la journée. On est français. Même s'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que Nathalie sait bien, je parle beaucoup mieux le français que l'anglais, mais j'ai été moi aussi jeune. Et donc voilà, c'est amusant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'est un de mes principes. Merci bon, Jean-Claude. Il y a des questions. Merci Jean-Claude. On va commencer l'interview de Nathalie. Alors, vous voulez que je reste? Comment vous voulez faire? Tu es le bienvenu. Le bienvenu, comme vous voulez. Alors peut-être je sais pas s'il y a des questions. Ce que je propose peut-être, c'est que vous fassiez votre courte introduction me concernant et ensuite, peut-être qu'on parle tout de suite de cette question du réseau. Et puis ensuite, comme ça, Jean-Claude pourra être libéré. Oui, parce que je dois aller au Kenya, là, après. Dans 15 minutes, je suis au Kenya. Je suis à Nairobi. Parfait. Donc, juste quelques mots en complément concernant Nathalie. Donc, Nathalie, pour rappeler quand même à nos participants, tu es mariée, tu es mère de 3 enfants, tu es diplômée de Neoma PGE 87 que tu as réalisé à Reims. Et quand on questionne la profession sur toi, tu es reconnue, et là je cite l'opinion, comme une dirigeante visionnaire qui questionne le statu quo, qui fait évoluer les règles du jeu, et ceci pour le bien commun. Ce qui est une belle reconnaissance, complètement alignée avec les propos qui viennent d'être tenus par André Lesse et Jean-Claude Legrand. Quand on te questionne, toi, tu cites ton savoir-faire principal, qui est la capacité à créer une performance durable avec et pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire marier la performance économique et l'humain, et c'est bien le défi des dirigeants aujourd'hui, donc nous allons en reparler tout à l'heure. Alors, beaucoup d'entre nous ont suivi ton parcours. Je le rappelle juste très brièvement. Donc, tu as commencé chez Kraft Food, puis 19 ans chez Mars, interrompu pendant 4 ans chez Kronenbourg, et ensuite tu rejoins L'Oréal pour des postes de direction et au COMEX. Donc, tu reparleras très certainement des temps forts, dont celui évoqué par Jean-Claude Legrand à l'instant. Mais en tous les cas, toutes tes performances t'ont mené jusqu'à être finaliste pour le poste de direction générale à L'Oréal. Ensuite, très récemment, tu t'es vu proposer le poste de CEO d'Ipsos France, auquel tu renonces. Et tu es actuellement membre du conseil d'administration de Bell depuis 7 ans. Tu es également une femme engagée, on l'a évoqué, pour l'égalité des chances, présidente de l'association Les Cigognes, mais aussi donc board member de notre école Neoma Business School, mais aussi du Harvard Business School European Advisory Board. Donc, tu as beaucoup de facettes, je dirais, à évoquer avec nous. En tous les cas, nous, c'est à la femme qu'on aimerait s'adresser, Nathalie. Tu comprendras qu'en tant que femme et homme chez Women, on se pose vraiment la question, mais que se passe-t-il dans la tête d'une dirigeante comme toi qui conjugue à la fois cette carrière de CEO avec une vie d'épouse complice et qui est mère de 3 enfants. Donc voilà, je conclurai simplement en disant que
à t'écouter quand on a préparé ce Women's Café avec Alexia. C'est vraiment ton humilité face aux défis qui nous a impressionnés. Et puis, il y a cet état d'esprit profondément empreint de liberté qui t'anime et qui est extrêmement boostant. Donc, voilà, pour moi, tu es une femme de décision, une femme de valeur et championne, en tous les cas vue de l'extérieur, championne de cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui vraiment nous concerne toutes et tous. Alors, on parlait du réseau, effectivement. Donc, tu le sais, comme l'a dit Henrélès, chez Women, on a vraiment à cœur de construire un réseau bienveillant, mixte, donc femmes et hommes, pour aider les femmes dans leur parcours professionnel. Et dans ta carrière, quand on préparait cette interview, tu disais, tu n'as pas croisé beaucoup d'alliés hommes. Alors, il y en a un, comme tu l'as cité, on l'a invité avec Jean-Claude. Mais qu'est-ce que tu as envie de passer comme message en fait aux hommes qui nous écoutent et également aux femmes qui n'ont pas toujours le réflexe réseau? Alors, écoutez, d'abord, merci pour ces nombreux mots d'introduction extrêmement élogieux. Je voudrais juste revenir sur un petit lapsus que tu as fait, Adeline, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je n'étais pas finaliste très bien, de L'Oréal, mais plutôt de Danone. Des deux. Deux personnes ici qui peuvent en parler. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est vrai, j'aurais pu être CEO de L'Oréal, ça aurait été génial, mais bon, c'est pas ce qui a été prévu. Et en fait, je regrette et de ne pas avoir été CEO de L'Oréal et de ne pas avoir été CEO de Danone pour une simple raison, c'est qu'effectivement, ce qui m'anime dans ma vie en général et dans ma carrière professionnelle en particulier, c'est d'avoir un impact. Alors, beaucoup de jeunes disent ça, mais je pense qu'ils ont raison. Moi, ça fait très longtemps en fait que j'ai cette envie de servir à quelque chose et ce que je dis depuis que je suis chez L'Oréal, rendre la vie des autres plus belle. Avant ça, je disais la rendre meilleure. Mais effectivement, avoir un impact et pouvoir changer la vie de ceux qui m'entourent. Et effectivement, si ces jobs auraient pu m'intéresser, celui de L'Oréal ou celui de Danone, c'est par la taille qu'ils ont. C'est par la taille qu'ils ont et que depuis une place comme celle d'être CEO d'une boîte du CAC 40, je pense que j'aurais pu démontrer effectivement ce modèle centré sur l'humain et montrer à quel point ce modèle est plus performant qu'un modèle plus classique centré sur les autres assets de l'entreprise qui sont les marques, les moyens financiers, la géographie, l'international et tout ce qu'on veut. Mais avant tout, faire la différence par les hommes et montrer que c'est celle-ci qui est la plus performante. Donc, c'est effectivement mon driver. Et c'est vrai que, puisque Jean-Claude est là et qu'on parle des réseaux, je voudrais dire que Jean-Claude a été totalement déterminant dans ma carrière parce qu'il m'a permis de changer d'échelle en me convainquant de quitter Mars où j'étais pour rentrer chez L'Oréal. Je crois que s'il y a un message qui est important pour moi à faire passer ici, c'est que les choix de carrière sont pas forcément toujours des choix faciles. On a beaucoup tendance, surtout quand on est plus jeune, à vouloir cocher des cases et à avoir un parcours qui nous amènera le plus loin possible. J'ai jamais raisonné comme ça parce que j'ai toujours choisi de faire ce que j'avais envie de faire au moment où je l'ai fait. Et peut-être que j'aurais pu, on va dire, ronronner certainement dans ma carrière. Je l'ai pas fait. Et il y a deux hommes, en fait, maintenant auxquels je pense à Jean-Claude, mais il y en a deux autres dont je voudrais parler. Le premier, c'est un copain de promo. Quand j'étais depuis 1 an chez Kraft comme chef de secteur, puisque j'avais commencé par faire de la vente. On va revenir sur mes choix de carrière, mais disons que c'était un peu atypique, mais parce que quand on sortait en 87 de Neoma, à l'époque de Corinth, si on n'était pas trop bête, on faisait marketing finance. Et moi, j'avais pris goût au fait de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. J'avais été présidente du BDE, mais on avait fait des campagnes extraordinaires et tout ça, parce que justement, on avait pu convaincre des gens de nous aider, etc. Donc tout ça, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais commencé donc comme chef de sécurité chez Kraft. Et 1 an après, j'ai rencontré un copain de promo qui
totalement atypique et qui n'a absolument pas fait de carrière. On en reparlait l'autre jour avec des anciennes de Reims. Et qui m'a dit, mais tu t'encroutes là, Nathalie, il faut que tu te rendes compte de ton potentiel. Là, hein. Tu ne vas pas rester représentante encore, je ne sais pas combien de temps. Quoi, tiens. Et dans la foulée, il y a un job de chef de vente régional qui s'est ouvert. J'étais chez Crabbe dans la division café, mais le poste s'est ouvert dans la division confiserie. Et la division confiserie, à l'époque, c'était la haute. Et il n'était pas question d'imaginer que quelqu'un qui avait fait qu'1 an dans le café puisse accéder à un poste de chef des ventes dans la confiserie. Eh bien, du coup, j'ai quand même postulé. Et donc, je pense à cet homme qui a provoqué le fait que j'ose postuler à ce job que je n'ai pas eu, mais dans la foulée, je suis devenue chef de vente dans la division café. Et je crois que quand on est jeune, en particulier quand on est une femme, le fait de se lancer dans quelque chose de plus grand n'est pas toujours facile. On est aussi toujours pas forcément conscient de son niveau de potentiel. Et s'il n'y a pas autour de soi des gens qui nous stimulent à passer ce cap, on va peut-être pas le faire. Donc ça veut dire que savoir s'entourer, savoir écouter, provoquer aussi d'avoir des échanges et des conversations avec des personnes différentes autour de soi. Je crois que ça, c'est peut-être une clé qui peut aider à pousser un petit peu sa réussite. Parce que aussi très important, vous parlez de réussite, etc., c'est que il y a souvent un décalage entre ce qui se voit à l'extérieur et ce qui se fait à l'intérieur. On a parlé de Danone. C'est dommage qu'ils aient abandonné le bio de Danone pour Activia avec un positionnement moins clair, mais ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Je pense qu'en ce qui concerne les carrières professionnelles, c'est un petit peu le contraire. Et que quand les gens me voient de l'extérieur, me trouvent toujours hyper confiante, très sûre de moi, etc. Je ne suis pas comme ça, je le suis beaucoup plus, mais je l'étais en tout cas pas du tout. Et je pourrais être très concrète, vous allez me croire, puisque quand j'avais 14 ans, il se trouve qu'ils ont supprimé le brevet des collèges. Maintenant, ça s'appelle brevet des collèges. À l'époque, ça s'appelait le BEPS. Qui se faisait... Non, le BEPC, ça s'appelait. Ben oui, ça s'appelait le BEPS. Et il avait supprimé BEPC pour les Parisiens. Nous, on appelait ça le BEPS en Alsace. Donc, il l'avait supprimé. Je viens d'Aix-en-Provence, madame. C'était à la fin de la 3e. Et du coup, en fait, on arrivait au bac et on n'avait jamais fait l'examen. Et en fait, j'étais tellement pas confiante en moi que mon père a décidé de m'inscrire au certificat d'études qui permettait de quitter l'école à 14 ans, parce qu'à l'époque, on pouvait quitter l'école à 14 ans, pour que j'ai passé un examen avant le baccalauréat. Donc, inutile de vous dire qu'un examen qui servait à quitter l'école à 14 ans, c'était un truc du style vous achetez une télé couleur à 500 francs, on vous fait 10% de remise, combien la payez-vous? En fait, c'était pour que les gens puissent se débrouiller un petit peu dans la vie. Donc moi, évidemment, j'avais un niveau scolaire à peu près correct. J'ai quand même pleuré pendant 1 mois que j'aurais pas mon certificat d'études. Mes sœurs se foutent encore de ma tranche aujourd'hui sur le certificat d'études. Donc, évidemment, j'ai progressé en me confrontant justement à des situations nouvelles et en me rendant compte que finalement, je n'étais pas si bête et pas si mauvaise. Mais je crois que c'est important d'avoir en tête que ce n'est pas forcément parce que les gens ont l'air confiants à l'extérieur qu'ils le sont autant que ça. Et donc, si parmi les gens qui sont là aujourd'hui, certains d'entre vous ne vous sentez pas spécialement confiants, eh bien, c'est pas atypique. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Et il faut parfois faire confiance à ceux qui vous poussent pour aller un cran plus loin dans sa vie en général et dans sa carrière en particulier. Donc, merci Jean-Claude de m'avoir mais non, mais c'est intéressant. oui, après, pendant 4 ans, pour me faire passer de Mars, où j'avais une super carrière. Hein. Franchement, j'étais présidente d'Europe, ce n'était pas spécialement nul. Mais de voir autre chose, d'être dans un nouvel environnement, de me confronter à un style d'entreprise très différent, celui de L'Oréal par rapport à Mars, d'être dans une boîte cotée, du CAC 40, etc. Ça m'a appris énormément de nouvelles choses et je t'en remercie. Non, mais tu vois, tu viens de dire un truc extrêmement important, puis je vais vous lâcher la grappe. Mais
après 35 ans d'expérience et plus de, je sais pas, je compte pas trop, mais bon, admettons que j'ai rencontré 30 000 personnes dans ma vie, parce que j'en rencontre beaucoup et encore tous les jours. Ce que tu viens de dire est clé, c'est-à-dire que si plus jeune, on m'avait expliqué que la confiance, ça ne s'achète ni sur Amazon, ni chez Carrefour, mais que ça se construit et par des rencontres. Je le dis souvent à des grands dirigeants que j'accompagne ici ou en dehors de l'oral, je n'ai jamais rencontré des gens qui instinctivement ont confiance en nous. Aucun d'entre nous n'a confiance en lui. Maintenant, qu'est-ce que je crée comme condition pour te permettre d'avoir confiance? De quelle façon je t'accompagne? Quel retour, pour parler un langage anglo-saxon, quel feedback je te fais? Et la confiance, c'est quelque chose qui se construit. La confiance en soi. La confiance dans les autres, c'est un autre sujet. On pourrait faire une autre conférence là-dessus. Mais il y a une énorme erreur, et c'est vrai que c'est plus féminin que masculin, c'est que les gens pensent que les gens ont super confiance en eux. Et tu vois, moi, je suis comme toi, un très bon exemple. Je suis avant tout, et quand les gens ne me connaissent pas, c'est comme toi, ils pensent que je vais parler facilement, machin, je viens du sud de la France, tous ces clichés, ces biais, ces conneries. Je parle sans accent, oui, bien sûr. Je peux parler aussi avec un accent si ça vous intéresse. Comme toi, sûrement, avec un accent alsacien ou moi avec un accent du sud de la France. Parce qu'en une génération, on parlait sans accent, mais on sait parler avec un accent. C'est amusant, là aussi, les choses ont changé. Moi, je suis extrêmement timide, extrêmement réservé, alors que les gens qui ne me connaissent pas vont penser que je suis extraverti. C'est une énorme erreur d'analyse. Mais un jour, j'ai décidé que j'étais plus timide, parce que sinon, j'allais passer aux côtés de beaucoup de choses. Je trouve que j'ai pris cette décision quand j'avais 13 ou 14 ans, tu vois, donc ça remonte à un certain temps. Mais c'est une décision que j'ai prise. Si tu discutes avec ma mère qui n'est plus là, elle te raconterait que c'était un enfer, je ne voulais pas aller dans des anniversaires, je voulais pas, j'étais super réservé, j'avais peur, j'avais pas le contact. Et c'est très marquant ensuite quand tu as des enfants, parce que tu te reconfrontes à ce que tu as été toi-même, parce que tu leur as donné quelque chose. Et donc voilà, donc moi j'ai, comme toi, plein d'enfants, et j'ai notamment une petite fille qui a aujourd'hui une dizaine d'années et qui est extrêmement timide. Et je sais la souffrance que c'est pour elle. Je sais comment j'essaie de l'accompagner, mais tu vois, refuser d'aller dans un anniversaire à la porte de chez les parents, repartir avec elle, dire aux parents, je suis désolé. Elle peut pas, c'est impossible pour elle, elle ne peut pas franchir cet obstacle. C'est humain et il faut que vous le compreniez. Et elle-même, après, parler pendant 2 heures avec elle en larmes pour lui dire, mais ma chérie, c'est pas grave, je comprends très bien. Et c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer à d'autres qu'elle, parce que les autres qui ne me connaissent pas, même ma femme, elle va dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qu'il faut absolument que chacun d'entre nous aille chercher. Et comme tu l'as dit, c'est par les autres. Quand ton père t'inscrit, et ton père qui est derrière toi d'ailleurs, quand il t'inscrit à ce BEPC, c'est pour te mettre en confiance. Bon, maintenant, c'est un secret que tu comprends après, parce que tu dis, mais tu vois, même tu dors plus. Voilà. Donc, s'il y a une seule chose, si je peux vous donner un seul conseil, c'est celui-là, c'est personne d'autre que vous-même va pouvoir le faire à votre place. Des gens vont pouvoir vous guider, vous accompagner, faites des bonnes rencontres. N'ayez surtout peur de rien, la vie est tellement courte, donc c'est formidable de faire des rencontres comme on a fait cette rencontre, toi et moi, qui est une rencontre en plus totalement désintéressée, avec pas d'objectif derrière, tu vois. Et c'est ça qui est la chose la plus importante dans la vie, c'est d'essayer d'aller l'un vers l'autre et de se donner quelque chose sans nécessairement attendre quelque chose en retour. Voilà, en tout cas, une belle rencontre aujourd'hui, on ne s'est pas vu depuis un certain temps. Merci à Néoma, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais laisser Nathalie faire son speech ou cette rencontre avec vous. Je vous embrasse toutes et tous. Et vous avez bien raison sur un point, c'est que des réseaux, c'est des hommes et des femmes. J'ai empêché tout réseau de femmes chez L'Oréal parce que ça n'a aucun sens, ce n'est pas aux femmes de faire des réseaux, c'est aux hommes et aux femmes. Et sinon, ça ne peut pas marcher. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Alors, merci Jean-Claude. À bientôt. Merci à vous. Je vais essayer de sortir de Zoom, je suis un homme de Teams. Appuie sur le bouton rouge. Voilà. Et puis donc le message finalement à des hommes comme Jean-Claude, c'est soyez des alliés. Absolument. Donc Nathalie, on va revenir sur ta carrière. Tu as dit une carrière, dans une carrière, l'important, ce n'est pas de cocher des cases, mais de vivre des expériences, d'acquérir des compétences pour prendre ensuite les bonnes décisions. Est-ce que tu pourrais revenir sur quelques temps forts de ton parcours et partager avec nous sur quoi tu as appuyé tes décisions et quels ont été tes moments de doute et comment tu les as surmontés?
Alors, effectivement, je disais que je n'ai pas coché des cases et je disais tout à l'heure que j'avais fait des choix un peu atypiques dans ma carrière puisque j'avais commencé par un job de commercial, je vous en ai parlé. Et ensuite, la deuxième chose qui a été très atypique dans ma génération, c'est d'avoir eu depuis le début cette conscience d'un équilibre de vie entre le personnel et le professionnel. Et je dirais même en priorité d'avoir une famille avant ma carrière. En termes de priorité d'importance, en termes de timing, je pensais d'abord commencer ma carrière, ensuite me marier peut-être à 30 ans et puis ensuite avoir mes enfants. Et ça ne s'est pas du tout passé dans cet ordre-là. Ça aussi, je pense que c'est important, c'est que on a l'impression, surtout quand on est des jeunes femmes, aujourd'hui maintenant avec les congés de paternité, plus ça va avancer, plus les hommes vont avoir exactement une égalité dans ce sens. Mais on a l'impression qu'il faut d'abord asseoir un peu sa carrière avant d'avoir ses enfants. Il se trouve que j'ai rencontré mon futur mari et que j'avais 23 ans et que j'ai décidé de me marier. Donc, je me suis mariée à 25 ans, que j'ai eu ma première fille à 26 ans, que j'ai eu ensuite un garçon à 27 ans parce que comme j'avais pas tout compris parce que j'étais très jeune, ils ont 51 semaines d'écart, et qu'ensuite j'ai eu mon troisième finalement, j'avais à peine 31 ans, et que cet ordre des choses n'a pas pénalisé finalement ma carrière, je dirais même au contraire, puisque du coup ils ont été assez rapidement grands et ça m'a permis de m'investir davantage. Donc cet équilibre de vie a été pour moi une priorité absolue. Et je crois qu'effectivement, être clair sur ses choix est quelque chose qui a été très important pour moi, puisque j'ai jamais regretté rien des choix que j'ai faits. Et quand je dis des choix atypiques, c'est que du coup, j'étais chef de vente régionale, je vous l'ai dit, chez Kraft, c'était à Lyon, mais comme j'avais rencontré mon futur mari à Strasbourg, bah, j'ai rapidement démissionné pour revenir à Strasbourg. J'étais à l'époque chef de vente à 23 ans, j'étais la plus jeune chef de vente, mais j'étais aussi la seule femme, mais ça m'était totalement égal. Et quand je suis rentrée à ce moment-là chez Mars, puisque c'était la plus belle boîte du coin, j'ai repris un job de chef de secteur. Il se trouve que ça a duré que 3 mois, mais voilà. Ensuite, je suis restée 11 ans chez Mars dans différentes fonctions marketing et commercial. Et en 2000, j'ai décidé de quitter Mars, effectivement, parce que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire depuis l'Alsace. Je ne voulais pas déménager parce que je voulais que mon mari garde son cabinet et je ne voulais pas non plus voyager parce que mes enfants étaient petits. Mon dernier avait 4 ans. C'est comme ça que je suis allée chez Cronenbourg. Et chez Cronenbourg, là aussi, j'ai pris un job largement inférieur parce que j'ai perdu à peu près la moitié de mon package. Mais ce n'était pas grave parce que je pensais que c'était la dernière boîte où je pouvais travailler en Alsace. Et donc, je savais que ça serait très différent comme environnement. Et donc, j'ai pris un job largement inférieur, mais assez rapidement, j'ai pris la direction commerciale de Cronenbourg. Et ensuite, Mars m'a rappelé pour prendre la direction générale de Marche de la France, donc ici en Alsace. Quelque part, quand je suis partie chez L'Oréal, j'ai fait la même chose encore, puisque après ces 4 ans de conversation avec Jean-Claude, j'ai pris cette décision de rejoindre L'Oréal en tant que patronne de pays, alors que je dirigeais chez Mars 32 pays. Et donc, je suis rentrée comme patronne de l'Allemagne chez L'Oréal. Pourquoi ? Parce que je voulais rentrer par un job opérationnel concret pour gagner ma légitimité dans le groupe, mais aussi comprendre le business en profondeur. Et enfin, à titre personnel, après avoir passé quasiment toute ma vie, à part mes 3 ans à Reims et quelques mois à Lyon, toute ma vie en Alsace, je ne parlais pas l'allemand, je passais jamais le Rhin pour aller de l'autre côté de la frontière et j'avais décidé que j'apprendrais l'allemand parce que je m'étais rendu compte aussi en tant que conseillère régionale d'Alsace de l'importance d'être bilingue et de la chance qu'avaient les Alsaciens de pouvoir parler l'allemand. Donc c'est toutes ces décisions en fait que j'ai prises qui n'ont jamais été en fait des décisions difficiles. Et les doutes, je les ai jamais eus sur la prise de décision. Les doutes, je les ai toujours eus sur ma capacité à réussir dans le job que je prenais quand c'était un plus gros job, en fait, ou quand c'était un job différent. Donc, c'est là où j'ai eu des doutes. Et ça rejoint le point dont on a parlé tout à l'heure sur la confiance en soi. Mais je pense que la confiance en soi n'est pas… Le manque de confiance en soi, c'est pas un problème insurmontable. Au contraire, ça peut être une force.
Parce que quand on est moins confiant, on travaille plus. Et au final, peut-être que ça aide à réussir. C'est un moteur, c'est un moteur. Et tu nous évoquais ton mari. Je pense que le troisième homme que tu évoquais tout à l'heure comme étant un allié, c'était lui. Donc, les décisions se prennent à deux en famille. Quelle a été sa contribution tu sais qu'il y a beaucoup de couples à double carrière parmi les diplômés. Donc, comment se passaient les arbitrages quotidiens? Comment faire pour prendre des décisions où les choix ne soient pas un renoncement pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que tu as, de ce point de vue-là, la question du couple, elle est très, très importante. Et pour moi, encore une fois, après, c'est chacun sa façon d'être, mais pour moi, la question du couple, c'est pas prendre des décisions à deux, parce que toutes les décisions dont je vous parle, je les ai jamais prises avec mon mari. Au contraire, je les ai prises contre mon mari. C'est-à-dire que, par exemple, en 94, non, je dis n'importe quoi. Je ne me rappelle plus maintenant, la Coupe du Monde, c'est 98 en France, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. La Coupe du Monde 98. Donc, en 94, oui, c'est ça. En 94, on m'a proposé chez Mars d'être responsable de l'exploitation mondiale de la Coupe du Monde 98 qui avait lieu en France et dont Mars était sponsor officiel avec Mars et M&M's. Et donc, ça, c'était un job incroyable avec derrière la fille qui avait fait ça avant moi, justement, pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Elle avait été derrière promue dans un job pas possible, etc. Et mon mari me disait, mais c'est génial, mais fais-le. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que, justement, c'était bien en 94, puisque ma fille venait de rentrer à l'école maternelle. Elle avait 3 ans. Et donc, mon fils avait 2 ans. Et donc, je me suis dit, si je prends ce job, je vais voyager tout le temps. Je vais revenir dans 4 ans. J'aurais jamais mis les chaussons à l'entrée, puisqu'on mettait les chaussons à l'arrivée le matin quand les petits rentraient dans la classe. Et donc, je n'ai pas fait ce choix de prendre ce job, alors que mon mari trouvait que c'était génial. On m'a proposé des jobs toujours pareils avant que je quitte Mars. On m'a proposé des jobs où je pouvais voyager. On m'a proposé un job incroyable en Angleterre et j'ai dit non. Et à chaque fois, mon mari disait, mais c'est pas un problème. Donc, ces choix-là, je les ai faits à titre personnel. Par contre, mon mari, pourquoi est-ce qu'il est si important dans ma carrière? C'est parce que il a toujours été présent, comment dire, non seulement il m'a encouragée, mais en fait, il s'est toujours senti grandi par ce que moi, je pouvais réussir. Et donc, de la même façon que moi, j'ai voulu que lui puisse réussir dans son job de dentiste et faire des conférences et être reconnu et avoir des dizaines de correspondants parce qu'il est spécialisé, de la même façon, lui, il s'est senti grandi par moi. Et donc, je pense que c'est très rare, certainement, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur conjoint, je pense qu'il faut s'assurer que effectivement, dans une relation de couple où les personnes avec qui on vit se réjouissent sincèrement pour celui qui partage leur vie. Et je pense que ce moteur émotionnel, il est bien plus fort que même ce qu'il a pu faire par ailleurs, d'emmener les enfants chez le médecin, etc., parce qu'il ne travaillait pas le mercredi, quoi. Donc, je pense que c'est ça surtout qui a fait la force de notre couple. Merci, Nathalie. Je ne peux que partager. Nathalie, tu nous as évoqué quand on parlait un moment déclic en 2009 où tu as pris conscience de ton style de leadership et de ta raison d'être dont tu parlais, rendre la vie des autres plus belle. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a changé concrètement pour toi et comment cet alignement avec ta raison d'être guide tes décisions en conjuguant justement équilibre personnel et ta volonté d'avoir de l'impact dans le business? Effectivement, c'est vrai que ça ne m'étonne pas que tu te rappelles de ça, parce qu'en 2009, j'ai fait cette formation chez Mars qui s'appelait le President Leadership Programme, qui nous permettait d'être en contact avec les présidents de Mars aux États-Unis. C'était 2 séances. Et il y avait notamment un coach américain qui s'appelait Peter Block, qui était déjà âgé à l'époque, il avait plus de 70 ans, qui nous avait posé cette question « What is your possibility ?»
c'est-à-dire, en gros, à quoi vous servez, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes sur Terre, quelque part, et penser que si chaque leader amenait sa possibilité d'entreprise, ça rendrait l'entreprise beaucoup plus riche. Et à ce moment-là, j'ai défini ma possibilité comme celle de rendre la vie des autres meilleure ou plus belle. Et effectivement, je me rendais compte que c'est déjà ce que je faisais avant, puisque par exemple, quand j'étais patronne de Mars Chocolat France et que on avait réussi à retourner complètement le business, à embaucher 150 personnes, à avoir l'investissement de près de 50 millions d'euros dans l'usine M&M's à Haguenau et non pas en Pologne parce que les collaborateurs de Mars, qui s'appelaient tous des associés, étaient tellement performants que ça permettait de compenser l'écart de salaire entre un Polonais et un Français parce que l'usine tournait de façon excellente. Donc tout ça, je me rendais compte que c'est ce qui me motivait, c'était mon moteur, c'est d'arriver à faire que mes équipes soient au top, qu'on touche nos bonus tous à 200%, etc. Et c'est ce qui s'était passé sur cette période. Mais donc là, le fait de prendre conscience de ça et de le formaliser m'a fait aussi faire des choix très clairs dans ma carrière, dans les jobs que je prenais et dans la façon dont j'ai dirigé. Et peut-être le plus clair, c'est le dernier, celui de chez L'Oréal, où j'étais en charge de la division des produits professionnels, c'est-à-dire la division qui accompagne les coiffeurs dans le monde. En tout cas, c'est comme ça que justement, moi, je la définis. Et quand j'ai pris ce job, en réalité, le brief que j'avais eu du président et directeur général, Jean-Paul Agon, était de dire il faut tout réinventer, les actionnaires se demandent s'ils ne veulent pas vendre. Et en fait, la réalité, c'est que je ne pouvais rien réinventer du tout. Parce que c'était une division qui était considérée un peu comme le parent pauvre de L'Oréal. C'était considéré comme du B2B, et le B2B, ça ne fait pas beaucoup de croissance. Et puis les coiffeurs, ils sont gentils, mais ils ne vont jamais faire du digital. Donc, on ne voyait pas trop le potentiel de cette division. Et du coup, la division, elle faisait 2% de croissance année par année, à coup de mauvaises pratiques commerciales parfois, etc. Mais tout ça, ce n'était pas grave parce que finalement, L'Oréal n'en attendait pas grand-chose. Donc, d'un côté, on m'avait dit qu'il faut tout réinventer, mais en fait, il n'y avait pas vraiment de volonté de prendre des risques. Et chaque fois que je voulais toucher quelque chose, on me disait, en gros, j'avais le veto de mon boss, quoi. Et donc, après un an dans mon job où j'avais vraiment la clarté du diagnostic et je comprenais exactement ce qu'il fallait faire, eh bien, j'ai eu une conversation cruciale avec mon patron pour lui dire que justement, ce que je voulais faire, c'était pas juste continuer à faire 2% chaque année. Moi, ce que je voulais, c'était changer le monde de la coiffure. Je voulais changer le destin des coiffeurs. Et je voulais adresser ce qui était leurs principaux problèmes. Un métier pas valorisé, où en fait, si on prend l'exemple de la France, en France, il y a 10 000 postes vacants en France. Mais pourquoi il y a 10 000 postes vacants en France ? Il y a aussi 30 000 coiffeurs au chômage. C'est parce que, en fait, être coiffeur pour gagner plus ou moins le SMIC, en travaillant 5 jours par semaine, debout, un métier assez dur, y compris le samedi, ça intéresse personne. Et que si on est coiffeur ou coiffeuse aujourd'hui, c'est parce qu'on a raté sa vie et qu'à 15 ans, justement, on a quitté l'école standard pour aller faire un CAP de coiffure. Et que ça, c'était le premier problème. Comment est-ce que je valorise le métier ? Comment est-ce que je réussis dans un monde justement digital où le e-commerce est en train de prendre mon business et je n'arrive plus à vendre mes shampoings ? Comment je fais pour arriver tout simplement en tant que patron de salon à recruter du personnel parce que grâce aux applications, les coiffeurs deviennent indépendants, etc., etc. Donc tout ça, c'était le challenge que j'avais envie d'entreprendre. Et pourquoi j'avais envie de faire ça ? Parce que c'était aligné avec ma vraie possibilité, qui est de servir à quelque chose. Et j'avais déjà 1 500 000 coiffeurs à peu près à l'époque qui travaillaient avec mes marques dans le monde, et c'est ces coiffeurs-là que je voulais accompagner. Et ça m'a amené à une transformation totale du business qui fait que sur le dernier trimestre, au lieu de 2%, ma division a fait 22% de croissance sur 2019. Donc, je ne parle pas d'effet post-Covid. Mais c'est x10 parce que une inspiration sincère à faire une différence, elle inspire
elle inspire des collaborateurs. Et quand vous avez 12 000 personnes dans votre équipe qui sont à fond et qui savent pourquoi elles sont là, avec une vision très claire qui est celle d'accompagner les coiffeurs dans la transformation digitale et dans le monde d'aujourd'hui et de valoriser leur métier, quand vous définissez un cadre stratégique clair et que vous donnez votre confiance à vos équipes avec une logique aussi d'organisation qui soit pas trop multicouche pour que chacun se soit bien responsabilisé dans son job, et ben c'est là que vous avez les meilleurs résultats. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Peut-être on peut passer aux questions des participants. Une dernière question juste avant, Nathalie, parce que là, on est tous projetés dans un contexte d'incertitude totale. On fait face à des défis qui sont de plus en plus importants, de plus en plus complexes. Est-ce que tu peux nous partager ta vision à toi du leader de demain? Quelles sont pour toi les grandes capacités, les grandes qualités qu'il faut que nous développions? Je crois que on connaît tous les défis d'aujourd'hui qui sont, pour moi, avant tout un défi humain pour l'entreprise, c'est d'être capable d'attirer, mais surtout de garder, de développer et d'avoir des collaborateurs qui sont au top. Et pour ça, il faut réconcilier le sens entre les aspirations de chacun et l'entreprise. Et donc, forcément, ça, je pense que c'est le défi principal. Après, il faut de l'agilité parce que on a vu que ce qu'on décrivait depuis quelques années comme un monde VUCA, n'est-ce pas, volatile, unpredictable, etc. Machin. Avant, on en parlait. Maintenant, on sait tous que c'est une réalité. Et on a besoin aussi d'intégrer le défi de l'environnement, le défi sociétal, du partage. Et d'être dans cette nouvelle logique. Donc, pour moi, ces enjeux-là, elles imposent aujourd'hui, plus que jamais, un modèle de leadership, et c'est celui que je pense qui gagnera. C'est un leader qui est avant tout, justement, humain, qui est empathique, qui est capable de comprendre les gens, qui a aussi, parce qu'il est humain, une vraie vision qui n'est pas de gagner de la part de marché, de faire du profit, mais c'est d'apporter quelque chose dans sa position par l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est un endroit extraordinaire pour faire une différence sur la planète, parce que l'entreprise, ça a de l'argent, ça crée de la valeur. Donc, c'est un leader qui est capable d'avoir une vision et qui est capable d'être empathique pour que justement, ses équipes aient envie de le suivre. Et que quand toutes les équipes suivent, eh ben, elles traduisent au jour le jour dans leurs actions le positif, et donc ça a un rayonnement qui fait une vraie différence sur la planète et pour les gens. C'est pour ça que plus que jamais ce leader-là, je l'imagine visionnaire, mais au sens humain du terme, empathique et connecté, parce que il doit rester aussi connecté en permanence avec sa réalité. Et je crois que c'est un des enjeux aussi d'aujourd'hui, c'est que les grands patrons sont plus jamais déconnectés de la réalité du monde. Je crois que le Covid ne les a pas aidés parce qu'en plus, ils font une mauvaise analyse de ce qui s'est passé. En fait, la situation de crise a survolté beaucoup de gens qui ont donné un maximum et qui ont permis des résultats parfois totalement inespérés dans les situations qu'on a vécues. Et en fait, les patrons pensent que c'est parce qu'ils ont pris des bonnes décisions et qu'ils ont été top-down, des vrais capitaines de bateau qui ont décidé et qui ont tout dirigé. Et du coup, quand je les entends parler certaines fois, genre les questions sur le télétravail, ah ben c'est fini la récréation, hein, moi, dès que ça a été possible, j'ai demandé à tout le monde de revenir au bureau, genre avant, ils ne faisaient rien, c'est qu'ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Donc, je crois que rester connecté avec la réalité, on a parlé des enfants, mais le fait d'avoir des enfants moi, qui ont aujourd'hui 30 ans, 29 ans, 25 ans, bah, c'est déjà le premier moyen de rester connecté au monde réel. Quoi. Et ça, je crois que ça fait partie aussi de ce que doit être le leader de demain ou plutôt d'aujourd'hui. Très connecté. Et ça rebondit aussi sur ce qu'on a évoqué pour le réseau avec la solidarité intergénérationnelle qu'évoquait André Less. Et nous sommes nombreux, à la fois des alumni expérimentés, mais aussi des étudiants
à participer. Donc, merci pour ça. André-Lès, peut-être souhaites-tu réagir au propos de… Je crois que tout avait été dit. Moi, je crois très, très profondément à ce leader que décrit Nathalie, avec peut-être une notion qui est entre les lignes et mais qui peut être rendue plus explicite, qui est celle de l'authenticité. Je pense qu'on est plus que jamais en demande de quelque chose de vrai. Et que en fait, quand la tête, le cœur et le ventre sont connectés, ça se voit, ça s'entend, et c'est ça qui en fait génère une vraie énergie chez l'autre et qui donne à l'autre envie de suivre. C'est lorsqu'il sent que c'est quelque chose qui vient du plus profond de chacun, ce qui veut dire aussi accepter de temps en temps sa vulnérabilité, parce qu'en fait, et on a parlé tout à l'heure des insécurités des uns des autres. On peut avoir des moments de doute. Socrate disait le doute est le commencement de la sagesse, et c'est pas plus mal de temps en temps de douter de soi. Et il y a aussi la notion d'apprentissage qui est très liée à l'agilité dont Nathalie parlait tout à l'heure. On ne peut plus s'imaginer qu'en fait on va démarrer un projet, un travail, un poste, une expérience avec un bagage et en puisant sur une sorte d'actif qu'on a dans son sac à dos. Évidemment, on l'utilise, mais en fait, on a une responsabilité au quotidien à travers cette connexion que Nathalie décrivait si bien, de continuer à s'enrichir, de continuer à les demander à ceux qui savent, d'aller rafraîchir en fait sa connaissance. On est plus que jamais exposé à des sujets pour lesquels on n'est pas préparé. En tout cas, on n'était pas préparé à les affronter tous en même temps et tous au même moment. Et donc, le leader de demain sera aussi un leader suffisamment humble pour savoir qu'il ne sait pas tout. Merci, André-Lès. Peut-être des questions, Alexia? Oui, alors il y en a de nombreux. J'en prends une qui rebondit tout à fait sur ça, de Stéphanie Guyader, qui demande est-ce que vous pouvez parler de vos actions pour continuer à apprendre au quotidien, au-delà de l'expérience professionnelle? Quels sont les moyens, Nathalie, que tu as activés, coach, hobby, training spécifique, des lectures, des rencontres? Qu'est-ce qui t'aide? Alors, oui, j'ai fait appel à des coachs, absolument, à une coach en particulier. Après, j'ai fait un truc tout simple. Quand on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous donner un truc très, très, très simple. C'est bloquer une journée par mois dans mon agenda pour aller à l'extérieur, pour participer à des conférences, des trucs comme ça, etc. Parce que on n'a jamais le temps pour rien. Je trouve génial que Jean-Claude soit venu justement aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens qui se croient importants, ils n'ont jamais le temps pour rien. Et donc c'est vrai que quand on est pris dans son quotidien. Donc voilà, bloquer un mois, une journée par mois. Et j'avais toujours demandé à mon assistante, tu regardes tous les trucs qui passent et au lieu de tout jeter comme je faisais avant, je parle de ça il y a déjà de nombreuses années, hein, tu regardes et tu me montres ce qui pourrait, tu penses, être intéressant. Et aller dans un truc comme ça, parce que dans une journée de conférences, de rencontres, il y a souvent beaucoup de choses inintéressantes. Et puis tout d'un coup, il y a une idée, un truc qui va nous permettre d'avancer. Et puis il y a aussi les rencontres. Non seulement aller dans une conférence, mais poser une question. On parlait de réseau tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, quand on pose une question, eh bien, il y a pas beaucoup de volontaires. Si on pose une question, eh bien, on attire l'attention. Et ça veut dire qu'après, quand il y a un cocktail, un truc, un machin, donc je parle de ça quand tout va bien, d'un point de vue sanitaire, eh bien, après, les gens viennent vous parler. Et puis, comme ça, vous faites des nouvelles rencontres. Et je pense que les nouvelles rencontres, les rencontres, en ce moment, j'ai la chance d'en faire énormément. C'est ce qui, pour moi, est très apprenant. M'ouvrir l'esprit, découvrir des nouvelles, je dirais des nouveaux challenges, des nouveaux contextes. Je pense que c'est la clé en ce qui me concerne pour continuer à apprendre. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps pour une dernière question. Adeline? Écoute, Dernière.
Oui, Non. Rachel Mulot-Gerby, qui est de l'association E4She, en fait, voulait te poser la question de la quête de sens. En fait, comment répondre à la quête de sens selon toi et ce besoin de transparence qui est de plus en plus plébiscité par les jeunes générations dans le monde du travail? Donc, la transparence dont parlait Angeles et aussi que tu recites, elle est essentielle. Je crois que finalement, ce qui est important, c'est qu'on a dit aussi tout à l'heure qu'il y a une différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se voit à l'extérieur. Pour rester connecté avec une organisation et pour être sûr que les gens vous parlent, en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est compliqué. Et donc, je pense qu'il faut démontrer, en fait, cette sincérité par des actes simples. Et je parlais de connexion. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir des temps de connexion très clairs qui permettent aux gens, pour me rendre accessible, en fait. Pour me rendre accessible, pour que les gens me connaissent et que du coup, ils aient la possibilité de me parler et de ne pas se sentir intimidés par la hiérarchie, etc. Donc, concrètement, chez L'Oréal, j'étais au COMEX de L'Oréal, ok, ben, j'étais quand même la seule à ne pas avoir de bureau à moi. Donc, moi, j'étais non seulement en open space, mais aussi en flex. Donc, j'avais même pas de bureau. Ok, donc, je m'asseyais là où il y avait de la place pour juste que les gens comprennent que j'étais comme tout le monde. Donc, ça, c'est très important et pour être proche des gens et que les gens puissent passer par hasard et me parler, que je puisse les rencontrer au coin café. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, c'est provoquer des situations d'échange direct. Donc, tous les trimestres, je faisais des live conférences avec l'ensemble des management teams de mes pays, où avant qu'on ait Teams et toutes ces technologies, bien sûr après avec Teams, mais avant ça, des gens pouvaient m'interroger en direct, en live. Moi, je peux parler dans une caméra sans voir personne, mais ils pouvaient me poser des questions en direct. J'avais toujours des invités avec moi, à moi ou à mes invités, des questions auxquelles on répondait en live. Le fait de répondre en live, ça prouve l'authenticité. C'est pas des vidéos enregistrées qu'on envoie dans un pays. Ça veut dire que on crée de l'alignement, on crée de la transparence parce que les gens voient que par le réel qu'on est transparent. Je faisais quand je visitais mes pays ou encore une fois en Teams, systématiquement des sessions de questions-réponses avec tous les collaborateurs. Et ces questions-réponses, pareil, je demandais déjà avant aux gens de pouvoir les envoyer leurs questions de façon anonyme pour être sûr que j'allais répondre à leurs vraies préoccupations quand je serai avec eux et qu'il n'y aurait pas de gêne à me poser des questions. Je faisais des open talks tous les mois. Je parlais avec à peu près 8-9 personnes de mes équipes qui étaient soit volontaires, soit à qui les RH avaient proposé, des gens de n'importe où dans l'organisation, avec qui je parlais uniquement de ce dont eux, ils avaient envie de parler. Et comme ça, ils m'entendaient en direct. Et là, c'est pareil. Tous ces gens-là, ça faisait mes agents après dans l'organisation. Et ça permettait, en fait, la transformation, elle est possible quand vous avez partout dans l'organisation, à tous les niveaux, des gens qui comprennent exactement la direction et qui sentent effectivement cette authenticité. Le fait de faire aussi mes comités de direction, non pas dans une salle de réunion classique, mais assis ensemble, en cercle, pour que personne ne puisse se planquer derrière son ordinateur, soi-disant pour prendre des minutes ou je sais pas quoi, mais pour avoir les vraies conversations. Et à la fin du comité de direction, un press release, c'est-à-dire en fait un récap de tout ce qu'on a dit et ce qu'on a décidé, dont chaque membre de l'équipe est responsable de débriefer sa propre équipe. Comme ça, ça évite que les gens disent mais oui, il paraît que, ou Nathalie Ross a dit ça, ou machin, etc. Et donc tout ça, ça crée de la transparence. Donc moi, je pense que l'authenticité et la transparence sont parfaitement liées. On n'a pas le choix que d'être authentique, parce que sinon, effectivement, les gens ne vous suivent pas. Puis de toute façon, avec le digital aujourd'hui, le monde est transparent. Donc si vous n'êtes pas authentique, vous êtes rattrapé. Mais ensuite, l'authenticité va avec la transparence dans la communication. Et je crois que ça, c'est ce qui la rend perceptible par les gens et qui la rend, je dirais, efficace aussi dans ce qu'elle apporte de bénéfices. Merci Nathalie, c'est un très beau message.
Merci beaucoup à vous, peut-être, d'avoir provoqué cet échange et encore une fois, les occasions d'être ensemble. On a même eu un homme avec nous, ce qui prouve que on va arriver à cette parité et c'est super que vous ayez appelé ce forum Women. Et plus il y aura d'âmes positives chez les hommes, plus on aura cette égalité de façon effective dans le monde. Voilà. Écoute, ils sont de plus en plus nombreux, donc on est ravis. Je pense qu'on est en train de démarrer là. On est né en avril dernier et c'est vrai qu'on a de plus en plus de contributions, donc on est vraiment ravis. Vraiment un grand merci pour ce partage à la fois inspirant mais concret. Vous avez peut-être un dernier mot de la fin parce qu'on n'arrive pas à se quitter, mais vraiment merci au nom de l'équipe et au nom de tous ceux qui vous ont écouté. On a été rattrapé un peu par la pendule, mais vraiment on repart boosté. Merci vraiment à tous. Au revoir. Bonne journée à vous. Tonique, authentique. Et n'oubliez pas, Et à très bientôt. Et n'oubliez pas le prochain Women's Café le 16 décembre, donc la semaine prochaine, 19h, sur un sujet important, s'engager pour changer le monde en mieux. On aura Lionel Taureau de The Body Shop et Virginie Lantas, qui est fondatrice d'une marque de mode durable en tissu upcyclé de tissu automobile. Donc, très, très intéressant. 16-12 à 19h, on vous attend. Merci beaucoup, Nathalie. Bonne fête à tous.